Radio J, 15h06, en tract avec Hélène Kuttner. Hélène, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour William Mesguich que j'accueille aujourd'hui sur Radio J. William, peut-être êtes-vous venu, en tout cas ça fait peut-être un moment ou jamais, parce que je ne crois pas, en tout cas dans ces nouveaux et très beaux studios de Radio J. Vous jouez un texte aujourd'hui de Sylvain Tesson qui s'appelle « Dans les forêts de Sibérie ». C'est au départ un récit que vous avez choisi d'incarner sur la petite scène du théâtre de la Huchette. Ce spectacle est une petite merveille, je le dis, parce que c'est un texte tout à fait particulier. William, vous allez nous en parler. C'est un texte de quelqu'un qui choisit de sortir de notre monde, de notre mégapole, de notre société, d'aller au fin fond de la Sibérie et de nous décrire ce monde de sa cabane gorgée de vodka, de décrire ce qu'il fait, ce que sa vie devient. Et c'est un spectacle tout à fait intéressant parce que William Mesguich, vous êtes un acteur, il y avait 5 spectacles au Festival d'Avignon, on ne loue plus votre jeu, vous faites des mises en scène, vous êtes en général un acteur extraverti, voilà, à la mesure de la grandeur de vos yeux bleus. C'est du théâtre, voilà, c'est pas, disons, c'est pas de la nouvelle cuisine, hein, c'est de la cuisine épicée, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, enfin voilà, il y a tout ça. Et donc, vous avez joué Shakespeare, vous avez mis en scène des textes tragiques, burlesques, et là, on est dans quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez fait, à part peut-être Dostoïevski, parce que vous avez joué... Il y a évidemment Dostoïevski, le russe, hein, la chaleur et la glace. Et vous dites ce texte, vous vous mettez dans les pas, dans les bottes, dans le jean, dans le pull de ce garçon ce garçon qui n'est autre que le double de Sylvain Tesson, qui est né la même année que vous. À 2 jours d'intervalle. Assez extraordinaire. 2 jours d'écart. Et qui se transforme en ermite. Alors on vous voit dans ce décor, cette cabane en bois, un peu échevelée ou la queue de cheval, et vous dites ce texte. Et là, c'est un voyage qui dure 1h20, et on est totalement embarqué. La première question, puisque je vais m'arrêter de parler, sinon vous n'allez plus parler, vous n'allez pas du tout être content, c'est... Comment il y a eu un film sur en 2016. Sur ce récit qui est très beau. Avec Raphaël Comment êtes-vous tombé sur ce récit et pourquoi ce désir de jouer? D'abord, je connais Sylvain Tesson depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup de respect. Je trouve que c'est c'est un homme formidable. C'est un auteur formidable. Il a un style merveilleux. Je loue son courage, la capacité qu'il a à accepter la peur, à prendre des risques, à aller au bout de l'effort. À se mettre à l'écart, comme vous le disiez, de nos mégapoles, du monde bruyant, du monde commercial, de cet univers où la vulgarité et parfois la bassesse et la bêtise l'emportent. Et j'ai trouvé toujours très impressionnant le fait qu'il parte à l'aventure. Avec ma compagnie, il y a une 15aine d'années, nous avons fait des projets itinérants avec Philippe Fenwick, qui est un ami de Sylvain Tesson d'ailleurs, avec qui j'avais créé ma compagnie théâtrale. Nous étions allés de village en village pour porter le théâtre dans les villages et aller au cœur comme ça des endroits où la culture ne s'établit pas, si j'ose dire. Et on était un peu des jumeaux avec Sylvain, parce que lui, à 18 ans, il est parti faire un tour du monde en vélo. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour... non pas ce miroir, parce qu'on ne se connaissait pas très bien, mais enfin, cette personne qui d'une certaine manière, envisageait la découverte du monde et la littérature, un peu comme moi, j'avais envie de transmettre ma passion du théâtre. Et donc, j'ai toujours été proche de lui, d'autant plus que j'ai joué 3 spectacles au Poche Montparnasse, qui est dirigé par Philippe Tesson, qui se trouve être son père. Le père de Sylvain Tesson, on peut le dire dans ce sens-là, pour une fois. Et effectivement, Stéphanie Tesson, la sœur de Sylvain, est une amie. Je connais les Tesson depuis longtemps, ils m'ont fait confiance. Et on a donc, si j'ose dire, cheminé un petit peu ensemble. J'étais arrivé peut-être à un point de rupture dans les spectacles que j'ai faits ces dernières années. Je crois que j'ai fait 21 spectacles en 5 ans, donc j'ai énormément joué entre les mises en scène et le jeu. Et j'étais arrivé à un moment donné où je me suis dit, notamment avec ce Festival d'Avignon dantesque que j'ai fait, où je présentais 5 mises en scène et où je jouais 4 spectacles par jour, c'est-à-dire 5h30 de théâtre par jour, avec des rôles aussi violents que celui de Macbeth ou d'Antonin Artaud, qui m'ont, si j'ose dire, entraîné à un endroit extrême de l'effort théâtral, de l'invention, de la tentative de transformation, de composition.
Et peut-être que j'étais arrivé à un moment où j'avais besoin de m'aventurer sur un territoire que je ne connaissais pas. Il se trouve que je connais ce texte depuis 2011, je l'ai dans les forêts de Sibérie. J'aime beaucoup ce texte depuis très longtemps, comme je vous le disais. J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Et j'ai évoqué ça auprès de Philippe Tesson il y a 2 ans. Ça n'a pas pu se faire aux poches. Et quand Franck Desmet, le directeur de la Huchette, m'a contacté pour me parler carrément d'autre chose, à un moment donné, on a glissé dans la conversation sur l'œuvre de Tesson et je lui ai dit que j'avais ça dans un coin de ma tête et que ça s'appelait Dans les forêts de Sibérie. Il m'a dit « Je te demande d'arrêter de parler une seconde, tu es chez toi à la Huchette. » Et Franck Desmet, qui est quelqu'un de remarquable, un comédien d'abord exceptionnel et un homme formidable, vraiment magnifique, m'a fait une confiance incroyable, si j'ose dire, et c'est rare dans ce milieu, même quand, comme moi, on a fait 70 spectacles, on est sûr de rien dans la vie, vraiment, et dans ce milieu en particulier. Et donc, tout à coup, il m'a dit, viens à la Huchette, tu seras dans ta cabane, et nous allons inventer et cheminer ensemble. Il n'avait rien entendu, rien vu, il m'avait vu jouer des choses, il me connaissait un peu, il adore Sylvain Tesson, c'est vrai, et il a raison, il a une écriture magnifique et une vie incroyable. Et tout à coup, j'avais ça en tête depuis quelques années, et c'est devenu une réalité. Et je me suis dit, j'ai besoin de ce texte-là, j'ai besoin, à 47 ans, dans ma vie d'homme, d'aborder ce tournant-là, si j'ose dire. J'ai besoin aussi, dans mon modeste parcours de comédien, d'artiste, d'aller sur ce terrain-là, parce que je ne le connais pas. Et j'aime aussi, d'une certaine manière, la prise de risque et la découverte des choses inconnues. C'est effectivement, ce texte, c'est une prise de risque pour Sylvain Tesson. Alors, en quelques mots, pour les personnes, les auditeurs qui ne connaissent pas Sylvain Tesson, et vous allez compléter ce que je dis, William Mesguich, Sylvain Tesson est ce qu'on appelle un écrivain voyageur. Il est parti très vite, très tôt, il a fait le tour du monde à vélo, il est parti marcher dans l'Himalaya, il a fait des choses incroyables, il a eu aussi un grave accident, parce que voilà, c'est le prix du risque aussi, et tout en écrivant. C'est-à-dire que c'est pas seulement un voyageur, c'est pas seulement un découvreur, c'est quelqu'un qui aime quand même transmettre, et on le sent beaucoup dans le spectacle, on va parler de ça, c'est-à-dire qu'il s'enferme et en même temps il veut transmettre. Il y a cette ambivalence, et il écrit merveilleusement. Et il y a vraiment, là, quand on voit le spectacle, quand on l'entend, c'est un vrai spectacle de théâtre, mais il y a une langue très belle, il y a des références philosophiques, il y a des références aux écrivains, parce que vous avez reconstitué cette cabane dans cette belle scénographie de Grégoire Lemoine. Il faut dire que l'adaptation est de Charlotte Escamez, et qu'il faut quand même adapter le texte. Et on voit dans les interstices des planches toute une série de livres, et alors tout d'un coup vous lisez, et c'est merveilleux. Et oui, il va du côté de la vie de Casanova, il fait référence à Schopenhauer, à Kierkegaard, à Bachelard. C'est un poète merveilleux, Sylvain. C'est un aventurier, comme vous le disiez. C'est un poète voyageur, c'est un aventurier philosophe. C'est quelqu'un qui consigne ses pensées, qu'il dit qu'il fait une photographie de ce qu'il voit, de ce qu'il découvre, de ce qu'il n'attendait pas, de ce qui est pour lui inouï. Et puis, c'est ce que je dis dans le spectacle, à un moment donné, tout ce qu'il reste de ma vie, ce sont les notes. J'écris un journal pour lutter contre l'oubli. Si l'on ne tient pas le greffe de ses faits et gestes, à quoi bon vivre ? Les jours coulent, chaque jour s'efface, et le néant triomphe. Il a un rapport à la trace écrite qui est très fort. Il a un rapport à la pensée et au fait qu'il faille la choyer, la sauvegarder, qui est au moins... C'est une croyance en cette chose-là qui est au moins aussi forte que son désir de découvrir le monde avec ses yeux de citadin, parce qu'il reste un citadin. Il a rompu très tôt le lien qui le liait justement, ce qui le liait à notre monde citadin, urbain, tout simplement, et aussi un peu avec sa famille. Enfin, il a été très vite en marge, mais en marge pour être encore un peu plus au cœur du monde. Et il a un style merveilleux. D'abord, il a une culture extraordinaire, livresque, musicale, picturale. Je pense que dans ses retraites, il a énormément évidemment lu, écrit. Et encore une fois, il ne peut pas dissocier son amour de la littérature, des grandes œuvres artistiques, à ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire d'arpenter le monde. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il aime l'effort, il est parfois contradictoire, vous le disiez. Il pense que la cabane est un lieu extraordinaire où tout le monde devrait se retirer à un moment donné, mais il pense aussi que
Il dit à un moment donné que les cabanes sont des prisons, que la promiscuité est un toxique. Il a un rapport... Que la promiscuité est un toxique. En même temps, il est seul pendant 6 mois. Il dit qu'est-ce que j'aimerais pouvoir raconter, etc. C'est ça, la solitude. Mais s'il n'était un peu ambivalent, ça en ferait un être antipathique, un robot. Quoi. Exactement. Ça serait un petit peu spécial. Exactement. Et sans doute quelqu'un qui serait donneur de leçons aussi, c'est-à-dire... il n'est pas du tout dans la morale, Sylvain Tesson. Il est terre d'accueil de tout ce que les gens pourront picorer. Voilà. Alors, bon, évidemment, ce spectacle, il fait quand même écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous ne l'avez pas fait exprès, mais en fait, entre l'écologie, le développement durable, les mouvements de jeunes qui demandent effectivement qu'on se mette tous pour sauver la planète, le bio, etc., on est en plein dedans. Donc, il n'y a pas seulement ce spectacle, c'est pas seulement... Il faut dire aux auditeurs, c'est pas seulement la littérature, c'est vraiment du concret. Et moi, j'aimerais vous demander, William Mesguich, comment vous avez décidé, est-ce que ça est venu tout seul, cette idée de cabane? Parce que, quand même, vous parlez d'horizon, vous parlez de clairières enneigées, vous parlez de paysages à moins 20 degrés, avec des lumières boréales. Comment rendre ça sur scène quand on a du bois, qu'est-ce que... Vous avez raison. Et comment vous avez décidé de créer tout ça? La gageure, c'était comment raconter la Sibérie, l'immensité du lac Baïkal, au théâtre de la Huchette, rue de la Huchette. Qui est vraiment un des plus petits théâtres de Paris. Il faut quand même le dire. Qui est un théâtre historique extraordinaire, avec une âme incroyable et une histoire incroyable, mais quand même tout petit. Il fallait déjà éviter dans l'adaptation qu'il y ait trop de moments où la nature serait à l'œuvre, si j'ose dire, en tout cas où je participerais à l'aventure de la nature et de la découverte des paysages. Bien sûr qu'il y a ça, et que par le regard, par la parole, par la position du corps, par une lumière, par une musique, par un son ponctuel, on peut arriver à suggérer. Je n'allais pas faire croire aux gens qu'on était en Sibérie. Par contre, il y a un vent assez constant, le bois craque. Oui, il y a une bande-son très intéressante de Maxime Richelme, qui a fait un travail, qui a fait la bande-son d'Ich bin Charlotte, notamment, avec Thierry Lopez, entre autres, et qui est vraiment un ingénieur du son extraordinaire, qui a voulu travailler avec une sorte de son surround, comme si le son environnait les gens et que les gens étaient le lac Baïkal. Au fond, je me suis dit très vite... On entend le vent. C'était pas une révolution peut-être intellectuelle ou théâtrale, mais je me suis dit, les gens, c'est le lac. Donc je vais jouer l'immensité face à moi et je vais essayer de faire rêver, de partager cette chose-là avec les gens. Mais effectivement, il fallait éviter l'écueil de trop de rencontres avec l'extérieur, parce que sinon la solitude n'opère plus. Et c'est vrai que dans le livre de 280 pages de Sylvain, il a quand même des rencontres, des points de rendez-vous avec des gens, des Sibériens, des moujiks, qui viennent ou le visiter, ou lui part à leur rencontre. Mais évidemment, dans le temps du spectacle de la Huchette, on n'était pas dans les 6 mois d'aventure, on était dans 1h15, 1h20. Il fallait absolument conserver l'idée de la solitude. Il le dit à un moment donné, rien ne vaut la solitude. Pour être parfaitement heureux, il me manque quelqu'un à qui l'expliquer. Je trouve que là aussi, ces aphorismes sont toujours délicieux. Il a une intelligence du récit, de la conduite du récit extraordinaire, et je voulais quand même me concentrer sur le rapport au silence, à la solitude, à l'ermitage, à la confrontation que nous aurions avec nous-mêmes, avec notre fort intérieur. Et à la fois en tant qu'homme, William Mesguich, et en tant qu'artiste, William Mesguich, si j'ose dire, c'est le même, plus ou moins. Je voulais vraiment aller sur ce territoire parce que j'en avais besoin. J'avais besoin, sans doute, dans ma vie d'homme, dans ma vie d'artiste, donc d'un apaisement, d'une sorte de détente, de surplomb. On se demande comment c'est possible, parce qu'on a l'impression que votre vie est trépidante, quand même, enfin trépidante, frénétique, mais oui, et on se dit mais et je ne sais pas pourquoi. Disons que il y a plusieurs raisons, mais je vais pas les exposer, ce serait trop long. Mais d'abord, j'ai une passion pour le théâtre absolue. C'est viscéralement ancré en moi, sans doute parce que j'ai un héritage très fort avec mon père, mais c'est sans doute aussi parce que pendant très longtemps, je me destinais pas à ça et que j'ai eu le sentiment qu'il fallait destiné à quoi? Au football? Oui, au football, oui. C'est vrai? Oui. J'étais dans un centre de formation, donc j'étais au Red Star et j'ai failli devenir footballeur professionnel. Oui, je faisais du football 30 heures par semaine, ce qui était très étonnant pour mon père et pour l'entourage de mon père, parce que lui, il n'aime pas du tout le football. Enfin, il n'a rien à voir avec le football. Il ne comprend pas pourquoi on peut aimer ça. Il ne comprenait pas pourquoi son fils aimait ça. Mais il me respectait évidemment infiniment. Il respectait mon choix. Il me disait juste, il faut bien travailler à l'école parce que c'est important. Et j'ai mis un point d'honneur à toujours être à la hauteur de cet engagement, si j'ose dire, puisque j'étais quand même aussi en classe préparatoire aux grandes écoles. À l'école normale supérieure, j'ai fait Hippocagne-Cagne, une maîtrise de lettres modernes. Donc très rapidement, j'ai acquis, non pas la confiance de mon père, mais disons que j'étais à la hauteur de cette confiance qu'il m'accordait. Et puis à 20 ans, ça m'a rattrapé et je me suis dit, pour des raisons multiples, j'ai été blessé grièvement et j'ai pas pu faire cette carrière de footballeur. Mais j'aimais le théâtre déjà, mais c'était peut-être enfoui. Et à partir du moment où ça s'est révélé, si j'ose dire, de manière
presque ostentatoire, enfin très forte comme ça, puissante, je me suis dit qu'il fallait que je plonge à corps perdu dans ce monde, mais avec un père aussi glorieux, enfin qui a une carrière aussi glorieuse et aussi célèbre que le mien et aussi extraordinaire, avec 20 ans d'écart seulement. La gageure était difficile à tenir. J'ai fait mon chemin, bon an mal an, et puis et je suis en tout cas très heureux de m'être éloigné aussi d'une chose qui me guettait, c'était l'usure de l'image que je renvoyais peut-être, mais aussi l'usure de l'appréciation que j'avais de moi-même, si j'ose dire, en jouant des rôles, comme vous le disiez, frénétiques, borderline, que ce soit Hamlet, Macbeth ou Artaud, mais même Joseph Fouché dans Le Souper, ou Blaise Pascal dans Pascal et Descartes, ou Le Dernier jour d'un condamné, ou Les Mémoires d'un fou de Flaubert. J'étais toujours à un endroit de rupture, à un endroit de violence, où les mots ont fini par me sonner, comme si tout à coup il y avait confusion entre le fait que j'étais un acteur et le fait que j'étais William Esguige dans la vie de tous les jours et qu'il fallait bien vivre normalement, pas au point de devenir fou ou de frôler le burn-out, mais en tout cas à un moment donné je me suis dit tente une autre aventure. Alors j'avais déjà fait ça avec Chagrin pour soi, la comédie de Sophie Forte et Virginie Lemoine, au La Bruyère notamment, où j'avais jamais fait de comédie de ma vie, où je jouais 12 personnages et je me suis régalé à découvrir d'autres horizons, cet horizon de comique si j'ose dire, de la comédie. Si on ne tente pas des aventures, et Sylvain Tesson ne me démentirait pas, évidemment, puisqu'il est le chantre de ces prises de risques extraordinaires et de ces choses qui permettent qu'on ne s'habitue pas à l'attendu, au confort, à une forme de choses qui ne nous surprennent pas. Alors il fallait absolument que j'aille dans cette direction. Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion aussi, Sylvain Tesson, que j'aime vraiment beaucoup, que j'admire infiniment, vraiment. C'est quelqu'un de formidable. Il a vu votre spectacle ? Oui, il a vu à la première le spectacle, il était très ému. On s'est pris dans les bras, il m'a dit « Mais tu as réussi à faire tenir dans une boîte d'allumettes 6 mois de ma vie. » Voilà, c'est du Tesson dans le texte, évidemment. Et il était très touché et ils reviennent avec Philippe et Stéphanie le 28, c'est-à-dire jeudi, là. Et après, alors il m'a dit « Ça fait 4 ans que j'ai pas bu de vodka, tu m'as donné envie de boire à nouveau de la vodka. » Je fais « Non, Sylvain, non, fais attention. » Oui, parce que vous en buvez beaucoup de vodka. Oui, parce que c'est vrai que lui a un rapport à l'alcool, à la vodka, cette chose qui lui permet sans doute aussi de s'évader, de respirer, si j'ose dire, ou d'oublier qu'il est aussi dans des conditions extrêmement violentes. Parce que quand il fait -20... C'est ce qu'il dit, les Russes et la vodka, c'est quand même une histoire de température. Ah oui, c'est ça, exactement. c'est exactement ça. Et il a beaucoup souffert. Sylvain est un apôtre de l'effort, si j'ose dire. Vraiment, et je me reconnais en lui parce que je suis aussi... Mais vous aussi, vous êtes un apôtre de l'effort. J'adore la démesure, j'adore l'excès, sans doute par le travail que j'ai mené auprès de mon père, mais aussi par le rapport que j'ai entretenu au sport, notamment, qui m'a poussé dans mes retranchements, physiquement et moralement, parce que quand on fait entre 20 et 30 heures de foot par semaine et qu'on se détine à une carrière professionnelle, on se doit d'être extrêmement résistant. Et j'ai une capacité à résister à l'effort sans doute au-dessus de la moyenne. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est ancré en moi. C'est même mon père, évidemment, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et qui continue d'en faire, m'a dit « Mais tu es totalement fou ». Enfin, or, à un moment donné, de dire que l'autre est fou, alors quand c'est son père ou un ami ou son ami ou ses enfants, ça finit aussi par atteindre un peu. Je ne suis pas fou, j'aime le théâtre. J'ai tenté une expérience en jouant plusieurs spectacles à Avignon cet été. J'ai dépassé le seuil de résistance que peut-être j'avais. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être allé trop loin, mais je ne regrette rien. J'ai résisté, je ne me suis pas plaint. Je crois avoir été à la hauteur de chaque engagement, autant que j'ai pu, avec mes failles, avec mes limites d'homme. Et là, je vais un peu ailleurs, parce qu'il n'y a que les idiots qui changent pas de cap. Enfin, si j'ose dire, il faut aussi savoir tenter, encore une fois, des aventures inouïes. Et si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et c'est vrai que j'avais peur aussi, peut-être, si j'ose dire, de manière un peu familière, d'aller dans le mur. Quelque chose qui m'aurait abîmé, qui aurait fait que j'aurais perdu peut-être le plaisir de jouer. Cet été, des gens m'ont demandé si je prenais du plaisir sur scène. C'était extraordinaire. Comme si jouer 5h30 par jour nous exonérait celui qui le fait de prendre du plaisir. Mais j'ai pris un plaisir infini. J'ai aussi souffert, mais c'est pas grave, c'est pas du masochisme, c'est que par définition, le fait d'avoir joué autant a procuré une forme de souffrance. Mais elle a été balayée 90% du temps par le plaisir que j'avais d'être sur les planches et de brûler les planches. Peut-être qu'arrivé à un âge aussi, à un moment donné, on se dit qu'il faut faire attention à soi. Et je dors entre 3 et 6 heures par jour. À un moment donné, la résistance physique a ses limites. Je ne suis pas une machine, je suis extrêmement faillible, comme tout le monde. Et peut-être que ces failles, ces limites, ces brèches m'ont poussé à m'aventurer dans un texte un peu différent, où je voulais aussi me prouver à moi-même que j'étais capable de jouer autre chose. Et là, en ce moment, vous ne jouez qu'un seul spectacle. C'est les vacances. C'est les vacances. J'ai une vie. C'est les vacances en Sibérie, là. Voilà. Alors, tous les soirs. Voilà. Comme dirait Sylvain Tesson, les jours se dressent vierges, désireux, offerts en page blanche. Et
Chaque heure est un moment qui pourrait être un moment de sommeil, de lumière, de mélancolie. Les jours sont des êtres d'argile à modeler et je trouve ça extraordinaire. Moi qui suis peut-être comme vous, comme tant d'entre nous, dans la frénésie, dans l'enchaînement, dans la surenchère, dans la course. Combien de fois l'an dernier, en tournée, dans des spectacles, j'ai pris un train très tôt, le plus tôt possible, pour être le plus tôt possible à Paris, pour répéter à nouveau des choses, pour à nouveau tenter d'inventer. Alors en soi c'est louable, mais ça finit par abîmer. Et je pense qu'il aurait pu aussi m'arriver quelque chose de grave, donc je mesure aussi la violence de ce que j'ai accompli ces dernières années, comme plein de gens, hein. Je ne dis pas que je suis le seul dans ce cas-là, pas du tout. Mais je ne veux pas être un de ceux qui flanchent et qui craquent parce qu'ils sont allés trop loin. Ce texte-là est en train de si je le dis avec beaucoup là aussi d'émotion et de sincérité, de me bouleverser au point de me transformer. Et c'est souhaitable dans une vie de changer de cap à des moments. C'est souhaitable de changer d'angle de vue, de croire que les choses ne sont pas figées, qu'on ne les maîtrise pas absolument. À force de dire que je suis une sorte de warrior, pardonnez-moi l'expression, ou de résistant, ou et de fou aussi. Oh, William, il est fou. Et on me traite aussi parfois de mercenaire, alors ça suscite aussi de l'envie, de la jalousie, mais au bout d'un moment, on n'est plus tout à fait soi-même. Et même si les gens le disent, et pour rigoler, et en passant, là aussi, ça finit par devenir quelque chose qui s'inscrit. Et c'est pas pour donner une image de moi différente, enfin peut-être que ça a à voir aussi un peu, mais c'est surtout pour moi m'apprécier différemment. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les autres qui comptent absolument, c'est soi-même. Et je trouve que le texte de Sylvain a à voir aussi avec la méditation, avec un rapport complètement. À l'introspection, à l'intériorité. Beaucoup en ce moment. Beaucoup. Et évidemment, il a lu tous les grands penseurs du développement personnel. Je n'étais pas tout à fait favorable à cette pensée-là. Je ne dis pas que je suis devenu un spécialiste, mais en tout cas, ça m'interpellait, ça m'intéresse plus que jamais. Votre père a vu le spectacle ? Il a vu le spectacle à la première. Votre père Daniel. Mon père Daniel Mesguich, voilà, que vous dire. Il a plutôt bien aimé parce qu'il est très fier de ce que font ses enfants et il a une grande admiration pour nous. Nous la lui rendons, cette admiration évidemment. Mais lui aussi, vraiment, il est très touché par l'engagement de mes sœurs Sarah et Rebecca dans le monde du spectacle vivant également, de moi-même, et puis de mon autre sœur Jessica qui est prof de philosophie. On est une sorte de tribu, de clan, donc il y aura toujours une sorte d'union sacrée, si j'ose dire, en tout cas de connexion, évidemment, de complicité, de tendresse, et évidemment d'amour et de soutien. Ça n'est pas tout à fait son théâtre. mais c'est pas tout à fait son théâtre. Je crois qu'il doit y avoir un miroir quand même. Oui, non, oui, il y a un miroir. Ah, j'ai eu l'œil. Oui, il y a un miroir. Il y a le miroir de Daniel. C'est ça, sans doute. Il y a un petit clin d'œil au théâtre de mon père. Voilà. Et je suis un peu le double de Sylvain Tesson et il aime infiniment les doubles. Exactement. Donc ça aurait pu l'intéresser. Jumeaux, même année. Ça l'intéresse. Dans les forêts de Sibérie se joue donc tous les soirs à 21h du mardi au vendredi, samedi à 16h. Radio J vous offre 4 places pour le 3, 4 et 5 décembre. 4 places. Le 5, Hélène, c'est un jour de relâche à cause de la grève terrible. Donc le 3 et le 4. Donc ça fait 8 places en tout pour le 3 et le 4 décembre en appelant 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 Radio J. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt, William. Hélène. Radio J 94.8.